Tout au long de l'année, l'équipe de Jade FM s'est rendue au collège Hélène et René Guicadou de Saint-Brévin-les-Pins pour construire, avec la classe média de 4e D, une émission sur le racisme. Les élèves étaient répartis en 4 groupes afin de traiter le sujet du racisme sous différents angles. De Saint-Brévin aux USA, entre chroniques, micro-couloirs et interviews, bonne écoute. Bonjour, nous sommes la classe média du collège Cadou. Bonjour à tous et bienvenue sur Jade FM. Nous sommes Agathe et Antoine. Nous sommes du collège Hélène et René Guicadou et nous sommes la 4e D de Saint-Brévin-les-Pins. Nous allons vous présenter une émission sur le racisme à Nantes et à Saint-Brévin. Tout d'abord, nous allons écouter Antoine et moi-même, puis Lucia sur le CADA de Saint-Brévin. Puis, Kalia et Ambre expliqueront pourquoi l'ancien maire a démissionné et pourquoi il y a eu autant de manifestations à Saint-Brévin il y a un an. Et pour finir, nous écouterons Noah sur le sujet du racisme à Nantes et son origine. Bonjour Lucia, parlez-nous du CADA de Saint-Brévin. Bonjour, nous allons parler du CADA qui signifie Centre d'accueil de demandeurs d'asile. Ce centre du CADA est situé à Saint-Brévin-l'Océan en Loire-Atlantique. Les CADA ont 4 missions principales: l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile, l'accompagnement administratif, social et médias, la scolarisation des enfants et l'animation des centres. Le CADA est géré par un conseil d'État qui comporte 10 membres pour assurer le fonctionnement du CADA. D'après le Ouest France, ce centre a été déplacé à côté de l'école La Pierre-Attelée et a accueilli ses premières familles le lundi 4 décembre 2023. D'après BFM TV, Fabien Béliard, directeur de l'association Aurore, chargé de la gestion du centre, 74 places sont prévues pour les familles et 36 pour les personnes célibataires, a-t-il précisé. Le CADA accueille des migrants venant d'autres pays comme le Souad, la Guinée, l'Érythrée, la Sierra Leone, Libéria et Niger. Entre 2022 et 2023, le CADA de Saint-Brévin a accueilli 30% des migrants. D'après le Ouest France, le CADA de Saint-Brévin accueille des personnes qui ont été réfugiées dans des hébergements de Nantes et de Saint-Nazaire et de l'ancien centre de Saint-Brévin-l'Océan, pour que ces personnes soient installées dans le nouveau CADA de Saint-Brévin. D'après le courrier du Pays de Ré et les informations transmises par une travailleuse sociale du CADA, plusieurs associations comme les Brévinois attentifs, ils accompagnent au quotidien pour des trajets en voiture, des aides financières et des besoins matériels. Et ABCD Reds, ils font des cours de français aux résidents et accompagnent les enfants lors des temps scolaires. Il y a aussi les associations qui donnent des aides alimentaires, comme l'épicerie solidaire de Saint-Brévin. Et comme la jeune Guinéenne, bientôt 4 ans, Kadiatou, file à toute allure avec son vélo sous les yeux de Mama Dama, sa mère. Avant son arrivée au centre d'accueil de demandeurs d'asile, fin décembre 2023, la fillette n'avait jamais enfourché de vélo et maintenant, grâce aux ateliers proposés par le centre, elle sait faire parfaitement bien du vélo. On peut en conclure que d'après nos recherches et un an plus tard, même si certaines personnes s'opposaient à la construction du CADA, cela permet aux habitants du centre de se reconstruire une nouvelle vie, bien meilleure à Saint-Brévin et surtout le calme est revenu à Saint-Brévin. Ces violences extrémistes sont maintenant derrière nous. Bien, merci. Maintenant, écoutons Kaléa et Ambre. Bonjour Kaléa et moi-même, nous allons vous parler du départ du maire de Saint-Brévin-les-Pins cette année et ensuite nous aborderons les manifestations qui en ont s'ensuivi. Tout d'abord, nous allons vous parler des violences que le maire a subies. De nombreuses menaces de mort lui ont été adressées directement et dans le même temps, un incendie criminel est déclaré à son domicile, touchant ses 2 voitures et sa maison en pleine nuit. Cet acte a touché non seulement sa famille, mais également son engagement auprès de ses élus. Suite à ces événements, monsieur le maire décide alors d'en finir avec son mandat. Toutes ces violences et menaces ont commencé suite au projet de déménagement du CADA, comme vous l'ont expliqué le groupe précédent. Le journal Le Monde nous explique les réactions de ce projet qu'ont provoqué toutes ces violences. Je cite, Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins, annonce sa démission déplorant le manque de soutien de l'État. Son domicile avait été la cible d'un incendie criminel. À la fin de mars, sa ville de Loire-Atlantique avait été le théâtre de manifestations d'extrême droite après l'annonce du déménagement du centre d'accueil de demandeurs d'asile. Après qu'il y ait eu beaucoup de manifestations dans la ville de Saint-Brévin-les-Pins contre ce projet qui ont provoqué beaucoup de dégâts dans certaines rues, à ce moment-là, Yannick Morez essaie de trouver du soutien auprès de l'État en se rendant à l'Élysée et en manifestant avec les maires de Loire-Atlantique. C'est
alors qu'au vu du manque de soutien de l'État, il décide donc de terminer son mandat et de passer la main à Madame Paco, la nouvelle mairesse de Saint-Brévin-les-Pins. Toutes ces manifestations anti-demandeurs d'asile n'ont pas empêché le projet du CADA a donc bien été établi. Il y a eu donc un centre de demandeurs d'asile à Saint-Brévin-les-Pins. Nos sources sont les journaux Le Monde et Ouest France, ainsi que des paroles recueillies auprès de commerçants du centre-ville de Saint-Brévin-les-Pins. Merci, c'était Ambre Caléa. Merci beaucoup. Pour finir, écoutons Noah sur le racisme à Nantes. Bonjour, je vais vous présenter le racisme à Nantes. Alors tout a commencé avec le commerce triangulaire et la traite négrière. Nantes était l'un des plus grands ports négriers de France. Environ 1800 bateaux sont partis de Nantes. Les bateaux partaient remplis de marchandises comme du tissu bon marché très coloré et divers objets comme des armes à feu et de la poudre. Et des coquillages venant des îles Maldives et de l'océan Indien. Il faut savoir que les coquillages étaient une monnaie en Afrique. Puis les bateaux allaient en direction de l'Afrique pour échanger leurs marchandises contre des esclaves. Une fois les esclaves échangés, les bateaux allaient aux Antilles et les esclaves étaient collés les uns aux autres et enchaînés dans le bateau et se nourrissaient de fèves de riz, de biscuits, de petits bœufs ou de bœufs salés et du vin de rota. Le trajet durait en moyenne 2 à 3 mois pour aller de l'Afrique aux Antilles. Arrivés dans les colonies, les esclaves étaient enduits d'huile et pour faire ressortir les muscles pour la vente. Du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle, la France a organisé plus de 4220 expéditions qui partaient des différents ports de France. La traite négrière a créé la notion de racisme pour justifier le commerce triangulaire. Maintenant, le passé fait des fois surface, mais les gens ont réussi à penser autrement et à accepter les personnes étrangères dans notre société, même s'il y a encore des pensées négatives envers une partie de la population chez certaines personnes. Mes sources sont Archives Calvados. Merci et merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté Antoine, Lucia, Noah, Caléa et Ambre. Bonne journée à toutes et à tous. Je peux enfin prendre du repos, j'ai dégoté le soleil. S'il se couche sur une bière, c'est la mer. S'il est pas fou, c'est une merveille qui met le cafard en état de guerre. Sûr, c'est pas du pôle Nord, son sourire brûlant. Son voyage n'est que d'ici. On le croit d'ailleurs, c'est marrant. Lui qui pensait n'avoir qu'une vie. Imagine, si Magid s'en va, et nos rêves, qui dans les boira. On a tout regardé, mon grand frère sans papier. On a rêvé tous les mélanges. Je n'aurais jamais parié qu'un jour on te dirait que tu déranges. Voici l'heure, ma grande gueule, de faire taire ton honneur. Toi qui portais la tête haute, t'apprendras tes chaussures par cœur. Les flics du métro savent ta faute. Imagine, si Magid s'en va, et nos rêves, qui dans les boira. Pareil qu'il y en a qui veulent chartériser à Qaddour, qu'on veut virer notre prince arabe, qu'on orphelinise donc sa cour, qu'on le perde dans un panier de crabes, et nos larmes amères couleront le pays. On n'a pas le cœur en map-monde. Qui peut prétendre trier nos vies, affûte les armes de la fronde. Imagine. Imagine si Magid s'en va. Et nos rêves, qui dans les boira. Imagine si Magid s'en va.
Bonjour à tous, nous sommes sur Jade FM. Aujourd'hui, nous allons vous parler du racisme. Nous sommes en compagnie de Constant. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais vous présenter une interview d'Insa Sané. Et il y aura aussi Maël et Simon qui nous parleront du Ku Klux Klan. Nathan et Nino qui nous parleront d'Anne-Lise Heurtier et leur livre Sweet 16. Puis Timothée et moi-même sur Rosa Parks. Je vais vous présenter Insa Sané. C'est un écrivain, rappeur, slammer et comédien. Il a joué dans un film qui s'appelle Voisin-Voisine. Il a notamment écrit le roman Sarcelles de Dakar. Il est venu dans notre collège pour faire des ateliers pendant une semaine et à cette occasion, nous avons pu faire cette interview. Si vous deviez raconter une histoire sur le racisme, ce sera laquelle que vous avez vécue ? Alors, je l'ai déjà raconté dans l'un de mes romans. J'ai repris d'ailleurs cet épisode que je vais mettre dans un de mes prochains romans. Et c'est la première fois que je suis arrivé en France en 1980. Mes parents étaient déjà installés en France, donc je les ai rejoints. Et le premier jour où je vais sortir tout seul sans eux, mes parents me disent « Mais tu vas où ?» Je dis « Je sors ». Ils me disent « Non, mais il faut demander l'autorisation ». Ce qui n'était pas le cas quand j'étais en Afrique. Les enfants ne demandent pas l'autorisation, ils sortent. Et ils me disent « Ok, tu sors, mais tu restes juste devant la maison ». Et comme moi, j'étais un petit Africain, devant la maison, c'est là où mes jambes peuvent me mener jusqu'à ce que je sois fatigué. Et puis, j'ai marché, et puis, à un moment donné, j'ai longé la grille d'un pavillon, et il y a un chien qui s'est mis à gueuler. Je me suis mis sur l'autre trottoir, et à ce moment-là, il y a la famille qui vivait dans ce pavillon, qui sont sortis, et qui m'ont encerclé, et qui m'ont dit « Pourquoi tu fais gueuler notre chien, sale noir ?» Et ils m'ont craché dessus et ils m'ont jeté dans les orties en me disant « On ne veut plus te voir traîner dans les parages, négro ». C'était ma première relation, mon premier rapport avec le racisme. Et c'était la première fois que j'apprenais que j'étais noir. Parce que quand tu habites en Afrique, vous les Blancs, est-ce que quand vous marchez dans la rue, on dit « Hé, la blanche, hé, la blanche !» Non, tu t'appelles pas comme ça. Comme nous, en Afrique, on dit pas « Hé, le noir ». On se désigne pas comme étant noir. C'est dans les yeux des autres qu'on est noir. Donc ça, c'était le premier épisode avec le racisme. Et puis après, j'en ai eu plein d'autres avec le racisme. Le simple fait d'être contrôlé perpétuellement quand tu es un jeune, quand tu as entre 13 et 25, 30 ans et que tu habites à Paris, tu es constamment contrôlé. Et ça, c'est pénible, c'est une marque de racisme également. Quand sans raison, on t'empêche, et ça peut aller loin, tu peux te retrouver en garde à vue si tu refuses de montrer tes papiers. C'est quand même incroyable, sans raison. C'est ça le pire, c'est que c'est sans raison. Donc tu vis cette injustice-là, et tu te dis, dans mon propre pays, je ne suis pas respecté. En général, pour décrire le racisme, quel mot vous emploierez ? Je dirais ignorance et bêtise et mauvaise éducation. L'éducation, ça se passe à la maison. On n'est pas raciste par hasard. On est raciste parce qu'on fréquente les mauvaises personnes, parce qu'on fait des raccourcis, parce qu'on généralise et parce qu'on entend des choses qui sont complètement fausses qu'on ne veut pas vérifier. Et donc, ça participe de la bêtise. Quand tu entends des gens dire « Ah, on ne peut plus dire n'importe quoi », bah oui, on n'a jamais eu le droit de raconter n'importe quoi. C'est pas un droit de dire n'importe quoi. Au contraire, on n'a pas le droit d'être idiot et on n'a pas le droit d'être con. Et les gens veulent être cons. Donc ça, tant qu'on rectifiera pas ça dans l'éducation, bah ça changera pas. Les Noirs peuvent être xénophobes, il y en a. Il y a des Nord-Africains qui peuvent être xénophobes. Mais en aucune façon, un Noir en France ne peut être raciste. Même si je te traite de sale blanche, ça fait de moi un xénophobe. Ça ne fait pas de moi un raciste. Pour être raciste, il faudrait que j'ai suffisamment de pouvoir pour faire en sorte que toi, même si je ne te traite pas de sale blanche, t'empêcher d'avoir du travail, t'empêcher d'aller dans des lieux culturels, d'avoir des loisirs, d'avoir un appartement. Jusqu'à preuve du contraire, les Noirs et les Nord-Africains, en France, ils ne peuvent pas empêcher les Blancs d'avoir des appartements,
d'avoir du travail, d'aller dans des lieux culturels. Donc le racisme, c'est pas la xénophobie. Il ne faut pas confondre les deux. Mais la xénophobie, ça participe d'une mauvaise éducation, ça participe de la connerie, ça participe du raccourci, ça participe des mauvaises fréquentations et ça participe également d'une fragilité mentale qui fait que tu es hyper vulnérable et hyper manipulable. On a vu plein de sociétés où on a réussi à manipuler des masses. Les nazis l'ont fait. Dans plein de pays fascistes, on l'a fait. Dans des pays communistes également, il y a eu ce façonnage de l'esprit. Tant que tu n'arrives pas à trouver les réponses par toi-même, tant que tu n'arrives pas à confronter ce qu'on te dit à une vérité, c'est que tu as une fragilité mentale. D'où le fait, quand on va à l'école, l'école, ça nous permet d'ouvrir notre esprit. Ça nous permet de pouvoir défendre notre opinion. Et ça nous permet également d'être curieux vis-à-vis des autres et vis-à-vis de notre environnement. Tant que tu es fermé, tu resteras con. Quelle est votre opinion sur le racisme pour l'équipe de France ? Le sport, la cuisine, la danse, la culture fait partie de la société. Donc forcément, s'il y a du racisme dans la société, pourquoi dans le sport, il y en aurait moins ? Forcément, il y a du racisme. On peut pas être... Tu sais, c'est comme si tu dis, est-ce que tu es pour la méchanceté ? Bah non, je suis pas pour la méchanceté. Mais par contre, est-ce qu'on a des moyens de faire en sorte qu'il y ait plus de tolérance ? Ça, c'est ça la vraie question. Comment on fait pour qu'il y ait plus de tolérance, pour qu'il y ait moins de préjugés ? Pour ça, va falloir faire en sorte que les gens se côtoient plus, qu'il y ait plus de diversité dans les villes, dans les quartiers, dans les lieux d'habitation, dans les lieux de culture. Quand tu vas dans des lieux culturels à Paris, tu te retrouves qu'avec des Blancs. Donc pourquoi les Noirs et les petits Maghrébins, les petits Nord-Africains, ils ne fréquentent pas ces endroits-là ? C'est à la faute de ces endroits qui sont élitistes, mais c'est aussi à cause de ces petits jeunes noirs, nord-africains, qui ne se sentent pas légitimes et qui ne sont pas suffisamment courageux pour faire tomber les barrières. Bien sûr qu'on va te regarder de travers en se disant « mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, ici ?» Mais tant que t'as pas été le premier à un endroit, il faut bien qu'il y ait des pionniers. Donc, il faut aussi que les efforts aillent dans un sens et dans un autre. Celui qui est raciste, tant que tu n'iras pas le voir et que tu ne discutes pas avec lui, pourquoi il changerait d'opinion ? Voilà. Et en même temps, il ne faut pas cacher le racisme. Parce qu'il y a un livre qui est incroyable, le titre c'est 1984, et on parle de la novlangue. George Orwell, il a piqué cette idée d'Aldous Huxley, et Aldous Huxley parle de la novlangue, c'est-à-dire qu'on réinvente la langue pour ne plus pouvoir communiquer entre nous. Donc, tu vois, si je retire le mot racisme et que quelqu'un te traite de sale Noah, comment tu fais pour te défendre, puisque pour dire « mais t'es raciste » si on a retiré le mot ? Donc finalement, il faut exposer les mots pour pouvoir les combattre. Avez-vous bien été accepté par la France quand vous êtes arrivé ? Je ne suis toujours pas bien accepté par la France, aujourd'hui encore. Mais c'est pour ça que c'est une belle aventure. C'est un beau combat, le fait de se faire accepter. Le simple fait que des jeunes comme vous lisiez mes livres, ça fait en sorte que les racistes, ils ont un peu les boules. Et qu'en plus, on m'accepte un peu plus. Et que, tu sais, ce qui est dur, ce qui a été aussi dur quand je suis arrivé en France, c'est que quand j'allumais la télévision, il n'y avait pas de noirs. Quand j'écoutais la radio, il n'y avait pas de noirs. Quand je lisais des livres, il n'y avait pas de noirs. Aussi, il y avait Vendredi dans Robinson Crusoe. Et sauf que c'est une figure hyper négative du noir. Dans mes livres, je fais en sorte que le français blanc dont on ne parle jamais dans les livres, maintenant on parle de ce français blanc qui vit à la campagne ou qui vit en banlieue. Je parle des Noirs parce qu'on ne parle jamais d'eux dans les livres. On n'en fait jamais des héros. Je parle des Nord-Africains parce qu'on n'en fait jamais des héros. Mais mes personnages, ils ne sont pas parfaits. Ils sont à l'image de la société. Donc il y a un personnage que j'aime beaucoup qui est Zoulou. Il est brut de pomme. Et il rencontre le copain de la petite sœur de son meilleur ami. Et son meilleur ami, il est vietnamien. Et il lui dit « Ah, donc tu fais du kung-fu ?»
Il dit, mais non, je fais pas du kung-fu. En plus, le kung-fu, c'est en Chine, c'est pas au Vietnam. Mais c'est la même chose, c'est des chinoiseries, tout ça, il lui répond, tu vois. Donc, tu vois, à l'image de la société, on est con, on est ignorant, et ça donne des trucs un peu absurdes, des discussions un peu absurdes. Mais j'essaye pas de faire en sorte que mes personnages soient parfaits. Je veux qu'ils soient crédibles et je veux qu'ils soient attachants, même avec leurs défauts. Aimez-vous la France ? Bah oui, c'est mon pays désormais. Donc je suis obligé de l'aimer. Enfin, je ne suis pas obligé de l'aimer, mais c'est comme si je te demandais est-ce que tu aimes ta mère ? Bah des fois tu te disputes avec ta mère. Bah ouais, et ben ça ne t'empêche pas au fond de toi de savoir que tu l'aimes à fond. Et ben la France c'est devenu mon pays, je l'aime à fond, et c'est pour ça que quand elle fait des trucs qui sont gênants, bah j'ai le droit de gueuler et j'ai le droit de me rebeller. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. C'est moi, merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter Simon et Maël pour le Ku Klux Klan. Bonjour Maël. Bonjour. Pourrais-tu m'expliquer qu'est-ce qu'est le Ku Klux Klan et quelles étaient leurs actions ? Bien sûr, le Ku Klux Klan est un groupe suprémaciste blanc fondé aux États-Unis au XVIIIe siècle. Que signifie le mot suprémaciste ? D'après le Larousse, ils affirment leur domination de la race blanche et utilisent la violence et l'intimidation pour promouvoir leurs idées racistes. Waouh, c'est vraiment choquant. Est-ce que le clan est toujours actif de nos jours ? Oui, malheureusement, le clan est toujours actif de nos jours. D'après le journal Le Parisien, il resterait environ entre 5 000 et 8 000 membres du Ku Klux Klan, bien que leur influence ait diminué par rapport à leur apogée dans les années 1920. Ils continuent de promouvoir la haine et la discrimination envers les oppositions raciales et religieuses. C'est vraiment inquiétant. Comment la société peut faire pour lutter contre leurs actions ? Il est important de dénoncer publiquement le Ku Klux Klan et de condamner leurs actions. Il est également essentiel de promouvoir la tolérance et l'inclusion et de soutenir les communautés ciblées par le clan. Et par la même occasion, comment pouvait-on les reconnaître dans la rue ou dans la vie de tous les jours ? Tout d'abord, il faut savoir que le Ku Klux Klan se déplaçait en groupe. La tenue était comportée d'une cagoule blanche très pointue avec une longue tenue blanche. Pour conclure cette interview, qu'en penses-tu du Ku Klux Klan ? Mon avis, c'est que à l'apogée du Ku Klux Klan, c'est-à-dire en 1920, le groupe était très dangereux pour la population de couleur noire. Mais aujourd'hui, les Noirs ne sont plus en danger à cause du Ku Klux Klan. Merci Maël pour les informations. Au revoir. Merci beaucoup Maël et Simon. Donc maintenant, nous allons écouter Nathan et Nino sur Anne-Lise Hortier et son livre Sweet 16. Bonjour Nino. Bonjour Nathan. Tout d'abord, je vais vous présenter la biographie d'Anne-Lise Hortier, une écrivaine que nous avons eu la chance de recevoir dans notre collège. Puis Nino va vous lire le résumé de Sweet 16 lu par la classe et nous-mêmes. D'après Wikipédia et Babelio, née en 1979 à Villefranche-sur-Saône, Anne-Lise Hortier commence à travailler en 2002 dans le marketing. Son passe-temps est l'écriture et crée son premier livre en 2007. Elle se consacre à l'écriture en 2011, puis elle écrit Sweet 16 en 2013. Sweet 16, qui est écrit par Anne-Lise Hortier, est une histoire romancée mais inspirée de faits réels. C'est l'histoire de deux personnages principaux, Molly qui est pauvre et qui est noire, et Grace qui est riche et qui est blanche, ce qui nous fait deux points de vue. C'est l'histoire de 9 noirs dont Molly, qui sont inscrits dans un lycée de Little Rock, réservé aux blancs. L'histoire se passe au XXe siècle, et ce qui explique que les personnages foncés avaient moins de droits, et donc complique l'histoire. Dans le livre, la violence est omniprésente, car les blancs excluent violemment les noirs. Le livre est assez facile à lire, mais représente pleinement la réalité. Globalement, la classe a apprécié la lecture. Merci Nino, et nous allons passer à l'interview. Bonjour, on se retrouve sur Jade FM. On va interviewer Anne-Lise Hortier, une écrivaine de jeunesse. Bonjour, Anne-Lise Hortier. Déjà, on va passer à la première question. Pourquoi avoir écrit un livre sur la ségrégation en Amérique ? Merci pour cette question et bonjour d'abord à tous les deux. Au départ, la volonté n'était pas forcément d'écrire un livre sur la ségrégation en Amérique. C'est pas tellement comme ça que ça s'est passé. Au départ, j'ai lu un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle La couleur des sentiments. Et à la fin de ce livre, j'avais envie d'explorer encore plus cette période très intéressante sur plein de plans des années 60 aux États-Unis.
Et c'est en commençant à me documenter sur cette période-là, mais très largement parce que à l'époque, je ne savais pas encore quel sujet j'allais vraiment traiter, parce que le choix était très vaste. Donc c'est en commençant à me documenter que je suis retombée sur cette histoire des 9 de Little Rock auquel je n'avais pas pensé spontanément, mais qui m'a semblé être vraiment un sujet extrêmement intéressant à traiter. Alors évidemment, il fallait beaucoup de recherches documentaires pour arriver à écrire ce roman, mais voilà, c'est quelque chose qui ne me fait pas peur. J'ai toujours été assez travailleuse et laborieuse, donc ce n'était pas un problème. Et est-ce que être écrivaine, ça a été un boulot difficile ? Difficile, de toute façon, je pense que c'est un peu comme tout, chaque métier, hein. Il y a des avantages et des inconvénients, et puis il y a des facettes plus faciles et plus difficiles. Après, non, je dirais pas que c'est un travail facile sur plein de plans. Déjà écrire, c'est pas quelque chose de toujours facile. Il y a des jours où ça marche beaucoup moins bien que d'autres, et puis il y a tout le côté pour moi construction du scénario qui est souvent assez difficile, d'autant qu'il n'y a pas de recette pour faire arriver un scénario. Autant des idées, je trouve, on en a beaucoup parce qu'il suffit d'être attentif au monde qui nous entoure. Autant construire un scénario à partir des idées, ça n'est pas toujours évident, et parfois ça peut même être très laborieux. Êtes-vous connu en Amérique pour votre livre ? Pas du tout. Alors, en général, tu sais, les Américains, ils n'achètent pas du tout de livres français et de traductions françaises parce qu'ils ont tout ce qu'il faut chez eux. Et puis, alors en plus, concernant cette histoire-là en particulier, il y a déjà énormément de livres aux États-Unis sur le sujet, contrairement à chez nous d'ailleurs, parce que pendant longtemps, celui-là, Sweet 16, c'était le seul pendant longtemps sur ce sujet-là. Mais si tu veux, les Américains, ils n'ont pas besoin de nos livres sur le sujet pour eux, quoi. Donc non, pas du tout aux États-Unis. Par contre, c'est un livre qui a été traduit dans pas mal de langues, en espagnol, en italien, en brésilien, en coréen, voilà. Quel est votre personnage préféré de votre roman ? J'aime bien les deux filles, évidemment. Je les aime bien toutes les deux pour des raisons différentes. Molly parce qu'elle est courageuse. Moi, je ne sais pas si à sa place, j'aurais réussi à rester 1 an dans un enfer pareil. Et puis Grace aussi parce qu'elle est courageuse, parce que c'est très difficile de penser à l'inverse de ce que pensent les autres. Parce qu'à l'époque, tout le monde était raciste dans la communauté blanche, en tout cas dans le Sud. Et comme on le voit, ceux qui osaient penser un petit peu différemment, ils mettaient aussi leur sécurité en jeu, comme ce qui se passe avec l'agression de Grace dans la ruelle. Êtes-vous déjà allé en Amérique pour voir où se situait votre histoire ? Je suis beaucoup allée aux États-Unis, j'ai eu cette chance-là, mais je ne suis jamais allée à Little Rock. C'est assez vaste, les États-Unis, et moi je suis plutôt allée souvent sur la façade californienne. Merci pour cette interview, Anne-Lise Artier. Maintenant, on vous encourage à lire ce livre. Et nous écoutons le dernier groupe, Constant et Timothée, pour Rosa Parks. Bonjour à tous, et aujourd'hui nous allons vous présenter l'histoire de Rosa Parks et ce qu'elle a fait. Rosa Parks est née le 4 février 1913 en Alabama et morte le 24 octobre 2005 à Détroit. C'est une figure emblématique de la ségrégation raciale aux États-Unis. Elle était d'origine afro-américaine. Ses activités étaient militantes des droits de la personne, militante des droits civiques et militante politique. Elle était membre de Alpha Kappa Alpha. Donc maintenant nous allons écouter Timothée. Merci Constant et bonjour à tous. Alors moi je vais vous raconter son histoire, donc ce qu'elle a fait pour être aussi connue. D'après l'Humanité, au tout début, à cette époque-là, les 4 premiers rangs dans les bus étaient réservés aux Blancs. Donc ce qui constituait à peu près tout l'avant du bus. Donc les Noirs étaient obligés de rentrer, prendre leur ticket à l'avant, puis de ressortir et de re-rentrer à l'arrière pour aller s'asseoir. Et parfois, quand il y avait des chauffeurs racistes, ils partaient sans eux quand ils étaient en train de re-rentrer. Maintenant, on va passer à l'histoire. Donc d'après Vanity Fair, on est le 1er décembre 1955. Rosa, elle a 42 ans. Elle rentre chez elle, on est à Montgomery, qui est à cette époque-là la 2e ville la plus peuplée d'Alabama.
Donc elle rentre dans le bus et accompagnée de 3 autres personnes noires. Et le chauffeur, un certain James Blake, vient les voir et leur demande de se lever pour laisser la place à 4 autres blancs qui étaient rentrés au même temps qu'elle. Donc suite à ça, elle est inculpée pour violation des droits locaux et repart avec une amende de $15. Donc forcément, elle fait appel de son jugement. Et un jeune noir, un Martin Luther King, répond à cet appel et lance une campagne de protestation et de boycott qui durera 380 jours. Donc pendant ce boycott, les Noirs ne prenaient plus le bus, forcément, mais allaient soit à pied ou prenaient des taxis conduits par des Noirs pour aller à leurs activités ou aller au travail. Et les taxis étaient au même tarif que les bus. Donc ensemble, ils vont créer la Montgomery Improvement Association, qui va être repris et diffusé par plusieurs journaux, non seulement le Montgomery Advertiser. Donc les anti-militants, ceux qui étaient contre, sont très fâchés forcément. Donc ils vont faire dynamiter la maison de Martin Luther King, mais les militants vont pas rentrer dans leur jeu et ne vont pas réagir. Donc suite à ça, les Noirs s'organisent et distribuent des milliers de dépliants avec 4 revendications. 1. Que les Noirs et les Blancs puissent s'asseoir où ils veulent dans le bus. 2. Que les chauffeurs soient plus courtois à l'égard de toutes les personnes. 3. Que les chauffeurs de bus cessent leur vexation. Et 4. Que des chauffeurs noirs soient engagés. Donc après, il y a eu des répercussions internationales, dont l'envoi de l'argent de plusieurs endroits sur Terre. Et avec cet argent-là, ils vont créer un trafic de bus parallèle seulement pour les Noirs, avec des chauffeurs noirs et des passagers noirs. Puis c'est seulement le 13 novembre 1956 que la Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans les bus. Donc c'est comme ça que Martin Luther King et Rosa Parks vont gagner leur combat. Mais malgré ça, encore aujourd'hui, le racisme persiste aux États-Unis. Mais je vais laisser ma parole au groupe suivant. Merci beaucoup Timothée. Et pour finir, nous allons finir par une citation de Rosa Parks. Donc d'après le magazine Géo, elle aurait dit: on dit toujours que je n'ai pas cédé mon siège parce que j'étais fatigué. Mais ce n'est pas vrai. Je n'étais pas fatigué physiquement. Pas plus en tout cas qu'après une journée de travail habituelle. Je n'étais pas vieille. J'avais 42 ans. Non, je n'étais fatigué qu'une seule chose. J'étais fatigué de céder. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Bon après-midi et au revoir. En la refermant, j'ai eu un pincement au cœur. J'ai embrassé mon pays pour m'imprégner de son parfum. J'ai laissé ma mère une larme au creux des lèvres. Sans me retourner, j'ai rejoint la plage. Juste un amas de sable, sauf pour les touristes. Question de point de vue, ils ont chargé nos corps, tellement d'espoir. Tassés dans une barque, une prière et on a pris le large. Fixer l'horizon en chantant, des lumières clandestines éclairer le monde. Soudain j'ai vu les vagues se dresser entre mes rêves et j'ai vu des phares s'éteindre tout autour de moi. Malgré la tempête, mon bateau avance dans cette odyssée dont certains ne verront pas la fin. On avait soif, on avait faim, on se nourrissait juste de l'appétit du lendemain. Adieu maman, adieu mes frères.
un immigré clandestin. On se tourne vers l'horizon, parce que l'espoir demande pas de visa. À la vie, à la mort, on s'en sortira. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Néola, je suis en 4e D de la classe média. Aujourd'hui, nous allons écouter des sujets qui va nous parler du racisme. Le premier groupe, ça va être Jade et Alana sur le racisme en ligne. Bonjour, moi je me présente, c'est Melvin de la 4e D de la classe média également. Aujourd'hui, nous allons écouter Néola sur les modérateurs, Anna et Timéa sur le racisme à l'école. Et ensuite, nous allons écouter Lucas et Melvin sur le racisme sur les joueurs de foot en ligne. Je passe la parole à Jade. Bonjour. Alors le racisme sur les réseaux sociaux est un problème très alertant et persistant, surtout dans notre société moderne, malgré les efforts que nous faisons en prenant une société progressiste et égalitaire. Certains individus se permettent de poster des activités haineuses et discriminatoires qui peuvent prendre forme de commentaires, d'attaques directes et ciblées envers des personnes, ou même de mèmes humoristiques. Ici Alana. TikTok est un réseau social permettant de créer du contenu vidéo, initialement de courte durée, de danse sur un fond musical. De fil en aiguille, ce genre de contenu laisse place à des vidéos de tout genre, tutos, humour, création, courts-métrages et bien plus. En effet, la viralité de TikTok peut souvent prendre une tournure sombre, comme récemment, vu avec une vidéo choquante qui a fait polémique à l'international, notamment en France, en Espagne, aux USA et en Angleterre. Les adolescentes ont réalisé un blackface avec le maquillage de Sephora et elles ont été beaucoup trop loin. Dans cette vidéo devenue virale, un groupe d'adolescentes âgées de 14 ans se sont mis au défi de réaliser un blackface avec du maquillage pour se moquer de la communauté noire. Pour y parvenir, elles ont utilisé les fonds de teint et autobronzants les plus foncés du magasin. Elles ont également utilisé un maximum de correcteurs et de fard à paupières pour grossir les traits du visage. Selon les témoins, elles en ont profité pour faire plusieurs cris d'animaux dans le but de provoquer les clients noirs présents et pour les mettre mal à l'aise. Par la suite, une employée de Sephora a rapidement réagi et elle les a confrontées, mais les adolescentes se sont mises à l'insulter plutôt que de s'excuser. L'employée a donc demandé à la mère qui les accompagnait pourquoi elle ne réagissait pas et celle-ci a répondu que c'était juste un jeu d'ado et donc rien de grave selon elle. Ensuite, la direction du magasin a fait le choix d'expulser les adolescentes ainsi que la mère qui était indignée. En réponse à cet incident, Sephora a publié une déclaration affirmant que de tels comportements ne se reproduiraient plus. À noter qu'à ce jour, les adolescentes n'ont toujours pas été sanctionnées, alors n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire en restant courtois. Cette vidéo déplorable montre la persistance du racisme et de la discrimination, même chez les jeunes. Ce type de comportement irrespectueux et offensant peut être blessant pour les personnes de couleur et constitue une manifestation du racisme systémique qui persiste dans notre société. En se moquant de l'origine physique ou culturelle, on entretient des préjugés et on participe à la création d'un environnement hostile pour les minorités. Les réseaux sociaux offrent une plateforme permettant de connecter le monde entier. Malheureusement, elle est souvent exploitée pour faire la propagande d'idées racistes ou perpétuer des stéréotypes nuisibles. En conséquence, les victimes de racisme en ligne subissent des dommages émotionnels et psychologiques considérables, qui peuvent même affecter leur bien-être mental. Comment trouvez-vous cet extrait qu'on vient de voir, qu'on vient d'entendre ? Comme dit précédemment, moi je le trouve pitoyable et très blessant. C'est pour moi un manque d'éducation totale. En effet, en milieu d'année 2023, l'utilisatrice Sheila poste un TikTok avec une amie, reprenant la trend « Je suis chinoise donc ». Seul problème, aucune des deux jeunes filles ne semble avoir une quelconque ethnicité asiatique. Elles se mettent donc à énumérer des propos racistes envers les personnes asiatiques. Ce comportement et ce propos sont inacceptables et punis par la loi de 45 000 € et 6 mois
45 000 € d'amende et 6 mois de prison. Pour lutter contre le racisme sur les réseaux sociaux, il est crucial que les plateformes en ligne prennent des mesures pour modérer ou même supprimer totalement ces activités discriminantes. Il est essentiel aussi que les utilisateurs, comme nous, se mobilisent pour signaler activement ces comportements racistes et soutenir les victimes. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un environnement inclusif et respectueux de tous. Son TikTok ainsi que son compte seront supprimés quelques jours plus tard par des modérateurs. Sheila se justifiera en disant que c'était à but humoristique. Malheureusement, ce ne sont pas les seuls contenus racistes sur les réseaux sociaux. Les modérateurs sont là contre ce genre de propos. Je passe donc la parole à Néola. Merci beaucoup Alana. Alors qu'est-ce que c'est un modérateur ? Un modérateur, c'est une personne qui va trier les commentaires sur une vidéo, les vidéos des influenceurs. Et des commentaires racistes, homophobes, vulgaires, etc. Et le modérateur va pouvoir les signaler pour éviter tout ce genre de commentaires haineux. Et tout le monde peut être modérateur ? Oui, mais pour ça, il va falloir que vous demandez que vous allez sur un live et que vous demandez à la créatrice de vous mettre modo pour pouvoir surveiller les commentaires dans le live. Et qu'est-ce que c'est un live ? C'est une vidéo en direct que les influenceurs font pour divertir ou faire autre chose. Et ça peut se faire à tout âge ? Oui, ça peut se faire à tout âge, mais pour ça, il faut avoir plus de 13 ans. Merci Néola pour ce sujet. Maintenant, nous allons écouter Anna et Timéa sur le racisme à l'école. Alors oui, c'est ça, notre sujet est bien le racisme à l'école. Comme nous avons pu trouver sur le site de l'Éducation nationale et du SCOL que l'école transmet à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains. C'est pour cela que nous avons décidé d'interviewer des élèves de notre collège en micro-couloir et qui ont été très investis dans les questions que nous leur avons posées afin de connaître leur avis sur ce sujet. Donc voilà quelques extraits. Que pensez-vous du racisme ? C'est une mauvaise chose qui peut entraîner de la toxicité entre les personnes. Ça nous sépare et ça rend la société invivable. Moi, je trouve que ça n'a pas lieu d'être de ce monde parce que c'est pas parce qu'on n'a pas la même couleur de peau qu'on n'est pas égal. Égal en force, en droit. Le racisme est un phénomène qui pollue la société et qui actuellement je trouve est trop normalisé, qui est un phénomène grave qui peut pousser au harcèlement et par exemple au suicide. Ça pourrit la vie de certaines personnes et je trouve ça tellement honteux qu'il y ait encore des gens qui ont ce mode de pensée-là. Je pense que c'est une mauvaise chose parce que c'est très discriminatif et ça aide à rien. Ça mène à rien dans la vie. Il n'y a pas de but à part la discrimination envers la couleur de peau. On est tous égaux. Je pense que c'est mauvais car on est tous égaux et on n'a pas à avoir des préjugés sur une personne qui n'a pas la même couleur, que ce soit blanche ou soit noire. Que pensez-vous du racisme ? Alors, je pense que le racisme n'est pas bien parce que c'est quelque chose qui sépare les humains alors qu'on est tous égaux. Ça nous met dans des cases alors qu'on ne devrait pas y être, on devrait tous se respecter entre nous. Et voilà. Je pense que le racisme, c'est quelque chose de très négatif parce qu'ils n'ont pas choisi d'être de cette couleur de peau-là. Et puis, ils ont le droit de se sentir bien dans leur peau. Je pense que ça se fait pas parce que tout le monde n'est pas pareil. Que ça se fait pas car tout le monde a le droit d'avoir une couleur de peau différente. Que tu sois noir, blanc ou autre, tout le monde n'est pas né comme il l'aurait souhaité. Donc pour moi, ça se fait pas. Nous pouvons conclure que les élèves ont quasiment le même ressenti sur la question « Que pensez-vous du racisme ?», alors qu'ils ont un vécu différent. C'est pour cela qu'on remercie les élèves d'avoir participé au micro-couloir. Après, personnellement, j'entends souvent des propos racistes sur certaines origines, comme l'origine arabe ou encore des petites réflexions qui sont souvent pour rigoler mais qui peuvent blesser, du genre « t'as une couleur de peau plus foncée, t'as des origines africaines » ou « t'as les yeux bridés, t'as des origines asiatiques ». Ce sont des clichés qui sont irrespectueux parce que c'est pas nous qui choisissons le physique qu'on a aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Je passe donc la parole à Melvin et Lucas.
Bonjour à toutes et tous, c'est Lucas de la 4e D de la classe média du collège Hélène et René Guicadou. Aujourd'hui, on va vous parler du racisme dans le sport, notamment le football. On a trouvé un article sur RMC Sport où nous voudrions en revenir dessus. Une soirée de Ligue des Champions de football, le mercredi 14 février, opposant le Bayern Munich, un club d'Allemagne, à la Lazio de Rome, un club d'Italie. Durant ce match, le défenseur français, Dayo Upamecano, a tenté d'intervenir in extremis sur le joueur Gustav Eriksen. Mais au lieu de réussir son geste, Upamecano a mis une semelle à Eriksen. Il y a eu un penalty pour la Lazio et cette équipe a marqué. Et Upamecano a pris un carton rouge et l'équipe du Bayern n'a pas réussi à remonter. Et les supporters, après le match, ont considéré que si le Bayern avait perdu, c'était de la faute de Upamecano. Il s'est fait insulter sur les réseaux après le match. On trouve que c'est des images qui devraient être sanctionnées. Ça ne sert à rien à part rabaisser le joueur. On trouve ça immonde et choquant. Voici un autre cas que nous avons étudié sur le journal Le Parisien. C'était sur le joueur Vinicius Junior qui évolue au Real Madrid, qui a subi aussi du racisme, mais une autre forme de racisme. Cette fois-ci, c'est les supporters adverses qui l'ont insulté sur sa couleur de peau et ils ont fait des cris de singe désignant sa couleur noire de peau. Le joueur a été choqué, il a pleuré et quitté la pelouse sous le choc. Alors que les joueurs et le coach l'ont soutenu en presse et l'ont aidé à revenir plus fort. Un autre cas que nous avons étudié qui vient du journal Le Parisien, c'est le cas de Mike Maignan, un joueur de l'AC Milan. Durant un match de Serie A, le gardien Mike Maignan a subi du racisme. C'est sous une même forme que Vinicius Junior. Les supporters adverses ont aussi fait des cris de singe et le joueur a aussi quitté la pelouse en pleurant. On trouve aussi des images qui sont choquantes et on voudrait que ça soit plus sanctionné. Parce que ça se fait pas de faire ça aux noirs parce qu'ils ont une couleur de peau différente aux autres. C'est pas parce qu'ils sont noirs qu'il faut leur dire quelque chose. Aux blancs, on leur dit jamais rien et aux noirs, on les insulte. On les insulte et on trouve ça choquant. Merci de nous avoir écoutés. Merci et au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur Jade FM. Je suis accompagné de Léo. Bonjour. Alors aujourd'hui, on aura Alice et Jeanne qui vont nous présenter le racisme des Golden Globes. Raphaël, Leandro et Marin qui vont nous parler du racisme à cause des gangs et des guerres de gangs. Et Sloane et moi-même qui vont vous parler du racisme des policiers aux États-Unis. C'est parti Alice et Jeanne, on vous écoute. Bonjour, je vais vous parler des Golden Globes. La cérémonie se déroule à Los Angeles. C'est une cérémonie qui récompense les meilleurs acteurs de films ou de séries américaines. Dans un article publié en janvier 2024 par Elle, la cérémonie a recruté 21 nouveaux membres, dont seulement un tiers étaient des personnes noires. La cérémonie a eu lieu le 9 janvier 2022 à huis clos sans tapis rouge. Depuis la première fois, elle n'a pas été retransmise à la télévision. Aussi, sur les 101 journalistes votants qui composaient l'association hollywoodienne à la presse étrangère, aucun n'était afro-américain, selon un article du Figaro publié en décembre 2022. Merci beaucoup. On va maintenant écouter Raphaël, Leandro et Marin. Donc bonjour, moi c'est Marin. Donc aujourd'hui je vais vous parler du racisme et de la guerre des gangs. Donc le racisme a été la base de l'esclavage et aujourd'hui encore le racisme persiste. Alors aux États-Unis, le racisme est dur à éradiquer et il est parfois lié avec les gangs. D'après Wikipédia, le racisme et la discrimination ethnique aux États-Unis sont un phénomène majeur depuis l'époque coloniale et l'époque de l'esclavage. Étant donné qu'on va parler de gang, je pense que ce serait bien de rappeler qu'est-ce que c'est qu'un gang. Alors un gang, c'est une organisation criminelle qui peut pratiquer la vente de produits interdits, d'armes, de drogue principalement. D'après YouTube, du youtubeur Seb Lafrite,
Aujourd'hui, dans le Bronx, aux États-Unis, un rappeur qui faisait partie d'un gang a fait plus de 60 meurtres et a été arrêté et jugé pour ces meurtres. Il était de couleur noire. Ce rappeur a fait polémique sur les réseaux sociaux et de différents commentaires racistes venant de viewers et de haters, comme « encore un singe en prison », une masse d'emojis singes et encore plus de commentaires racistes à son égard. Je pense que ce serait bien de revenir sur les origines des gangs, parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake news, comme quoi on dit que les premiers gangs des États-Unis étaient les Bloods ou les Crips, ou alors que c'était pendant la ségrégation des personnes noires qui voulaient se protéger. Mais en réalité, les gangs existent depuis bien plus longtemps, comme le tout premier gang de rue des États-Unis, The 40 Thieves, donc les 40 voleurs, qui a été fondé en début des années 1820 par Edward Coleman, excusez-moi. C'était le tout premier gang des États-Unis. Donc, lorsque vous voyez des fake news ou alors juste des informations sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de vérifier, ça vous coûte rien. Et on ne peut pas forcément se fier aux informations. Pour moi, s'il n'y avait pas eu l'esclavage et la ségrégation, peut-être qu'aujourd'hui, des gangs n'auraient pas existé et que des vies auraient pu être épargnées. Et maintenant, je passe la parole à nos collègues. Alors maintenant, on va écouter moi-même et Léo. Alors, les Noirs ont 6 fois plus de chances d'aller en prison que les Blancs, d'après la source Les Échos, il y a 4 ans. Alors, d'après BFM TV, en août 2023, 6 policiers blancs au Mississippi ont avoué avoir torturé 2 Afro-Américains et ils ont tiré une balle dans la bouche d'une des victimes et ils l'ont laissé mourir dans son bain de sang. C'est horrible et on comprend pas comment ça se fait que des gens arrivent à faire ça juste sous prétexte que les gens sont noirs. Alors maintenant, je vais vous parler de l'histoire de George Floyd. Il était stationné dans sa voiture et 2 policiers l'ont interpellé pour cause d'avoir utilisé un faux billet dans une épicerie. Les policiers ont demandé à George Floyd de sortir de sa voiture pour qu'il monte dans la voiture de police. George Floyd a dit non pour cause qu'il était claustrophobe et qu'il avait du mal à respirer. Du coup, les policiers ont sauté sur George Floyd, ont mis un genou sur le cou de George Floyd et l'autre s'est assis sur lui. George Floyd s'est plaint plusieurs fois qu'il avait du mal à respirer et qu'il avait mal au cou. Et les patients qui étaient à côté ont appelé une ambulance très vite et l'ambulance est arrivée, a emmené George Floyd le plus loin, le plus près possible dans un hôpital. Mais malheureusement, moins d'1 heure après, il est mort. D'après la source Wikipédia, en mai 2020. Ce meurtre, ça a apporté beaucoup de manifestations. Même pendant l'année de 2020, il y a eu beaucoup de manifestations malgré le Covid et tous les confinements. Et ça a entraîné la création de Black Lives Matter. Et c'est encore à l'heure actuelle... ça continue encore plein de manifestations pour ça et que c'est parce que c'est pas du tout un cas isolé et qu'il y en a plein des cas comme ça de meurtre juste parce que la personne est d'une autre couleur que eux par les policiers. Merci pour à toute la classe pour d'avoir fait la radio. Et merci aussi à Agnès Sansané et à l'autrice qu'ont rencontré Nathan et Nino. Merci à nos professeurs aussi et bonne continuation. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée à tous. Merci aux élèves de 4e D du collège Hélène et René Guicadou. Merci à Madame Amoureux, enseignante documentaliste, pour l'organisation de ce projet, et aux professeurs, Madame Doré et Madame Lépine, pour leur confiance et leur implication dans le projet de la classe média. Vous venez d'écouter l'émission d'un atelier réalisé avec Jade FM. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur jadefm.fr.